Loualio, bonjour. Bonjour. Alors, plus le Front National monte dans la discrétion de l'été et l'indiscrétion des attentats, plus vous êtes discret. Il semblerait que y ait votre dame qui garde l'entrée, Monsieur Philippot, qui s'occupe de dire ce que vous pensez, mais on vous voit peu, vous et Marine, vous exprimer sur ce sujet, à part ce matin sur France Info. Écoutez, vous citiez Mao. Quand vous mettez en garde pendant pas une trentaine d'années la classe politique, les Français, sur un certain nombre de choses, et que parce que vous êtes catalogué comme, paraît-il, extrémiste, on ne vous écoute pas, eh bien aujourd'hui il arrive les catastrophes qui arrivent, avec toute la peine qui va avec toute la tragédie, la barbarie et le reste. Et malheureusement, j'allais dire, ce n'est pas fini, et malheureusement, nous n'avons pas les armes, j'allais presque vous dire, idéologiques, pour riposter à ce genre de situation. Alors, est-ce qu'il faut que les Français se préparent une vie à l'israélienne? Ben, c'est ce que dit le Premier ministre, M. Valls. Il faut s'habituer, paraît-il. Oui, mais on ne s'habitue jamais à ces choses-là, je ne crois pas. Et en tout cas, je pense que plus vite nous serons sortis de cet épisode douloureux, et mieux ça ira pour tout le monde. Encore faut-il s'en donner les moyens, car comme dit le président de la République, nous sommes en guerre. Bien, si nous sommes en guerre, il faut la faire, cette guerre. Parce que Enfin, ils sont en guerre, nous, apparemment. Que faire la guerre en allant déposer des fleurs, des bougies et chanter des cantiques, si vous voulez, ça ne me paraît pas être une guerre très sérieuse. En revanche, nos adversaires, eux, ils font une guerre très sérieuse, et ils sont en train réellement de contraindre la France dans beaucoup de domaines, et de faire prendre conscience aussi à bon nombre de gens du danger qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble de la société. Mais comme disait Jean-Yann à Francis Blanc, je suis catholique comme vous, et donc en tant que catholique, vous connaissez Saint Matthieu qui tend l'autre jour, Jésus, tout ça. Je connais tout ça, je suis moi-même catholique, mais tu rendras à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Oui. Les évêques et les curés s'occupent de religion, et les politiques s'occupent de la population, de la société, de l'état de droit, et ils sont garants des libertés des citoyens, de la sécurité des citoyens. Ça, c'est le boulot des hommes politiques et des gouvernants. S'ils ne sont pas capables de le faire, eh bien, il faut en changer. Mais là, c'est le courage du peuple qu'il faut interpeller, en disant, voilà, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence aussi d'un vote automatique, droite-gauche, qui n'a absolument rien changé. Eh bien, à un moment donné, il va falloir prendre son courage à deux mains et changer radicalement de politique, réellement choisir une alternative politique. Quant à l'Église, avec tout le respect que je porte au clergé catholique, vous savez, j'ai souvent vu malheureusement le clergé français, qui doit être un des plus à gauche d'Europe, hurler avec les loups, notamment contre le Front National. On pense à Monseigneur Gaillot, on pense à cet évêque de Poitiers qui n'a pas voulu baptiser des militants du Front National. Bref, voilà. Oui, mais André 23, qui dans son allocution a signalé que si on ne mariait pas les homosexuels, pas formulé comme tel, il reste quand même pas un danger gauchiste. Prochaine fois que M. Vientroy vient à Perpignan, vous l'interrogerez. Voilà. C'est sa parole là. Mais l'Église, aujourd'hui, malheureusement, et si d'ailleurs elle est, j'allais presque dire, de plus en plus vide, c'est aussi parce que le comportement d'un certain nombre de ses serviteurs n'a pas été à la hauteur de ce qu'attendait le peuple. Voilà. Alors tant que l'Église ne reprêchera pas la croisade, vous n'y retournerez pas. C'est pas une histoire de croisade, voilà. C'est pas une histoire de croisade. C'est qu'à un moment donné, l'Église catholique a une importance, j'allais dire, sociologique en France, presque sociétale, et que pendant longtemps, elle est toujours j'allais dire, à contre-courant de ce que veut réellement le peuple pour faire moderne. Mais on ne demande pas à l'Église d'être moderne, on lui demande justement de rappeler les principes élémentaires. Mais sur certaines choses, elle se trompe encore. Lorsqu'elle met le préservatif à l'index, alors que c'est absolument pas là qu'il faut le mettre. Oui, non, on connaît votre humour, mais encore une fois, voilà. Les curés font de la religion, les hommes politiques s'occupent des choses, j'allais dire, de la République, de la chose publique et de la société. Mais malheureusement, là aussi, il y a la démission et on voit le résultat. Alors, on est à Perpignan. Qu'est-ce qu'on doit craindre le plus, des attentats ou l'écroulement des vieux bâtiments par des pelleteuses? Pas que des vieux bâtiments par les pelleteuses. Non. Quelquefois, ils n'ont pas besoin de pelleteuses pour tomber, je vous signale. C'est vrai. Jusqu'à Saint-Jacques, les maisons tombent toutes seules.
Non, mais voilà, mais Perpignan, j'allais dire, est au diapason de tout ce qui se passe à l'échelle de la France. Elle a été gouvernée pendant 30 ans par un système de clientèle, de communautarisme, de laxisme généralisé, et ça continue encore aujourd'hui. Économiquement, la situation est très difficile, socialement, elle est explosive, et on voit bien aujourd'hui que la vie économique tourne au ralenti, et que la vie sociale, pratiquement... je veux dire, est dans une situation catastrophique. Là encore, je veux dire, les habitants de Perpignan, mes compatriotes, auront le choix en 2020 de changer de politique, de changer de système. Est-ce que Perpignan ne sera pas tout écroulé d'ici à 2020? Parce qu'au rythme où vont les pelleteuses. Oui, non, mais les pelleteuses, c'est une chose, mais encore une fois, c'est pas ça, c'est le fond politique. Que veut-on faire de cette ville avec ses joyaux architecturaux, ses joyaux culturels, j'allais dire presque sa culture, sa richesse, parce qu'il y a des grandes entreprises, il y a des réussites économiques. Oui. Mais personne n'en parle. Les réussites économiques vivent, on peut dire, en périphérie de la ville, et systématiquement... C'est parce qu'elles sont périphériques qu'elles réussissent. Et systématiquement, Perpignan est rangé pour ses problèmes, que ce soit les quartiers, malheureusement... Perpignan, dès qu'on parle de Saint-Jacques, ces voilà. quartiers difficiles, les maisons qui tombent, etc. etc. C'est dommage, parce qu'il y a beaucoup d'atouts. Encore faut-il aussi un maire à plein temps qui s'occupe réellement de la vie de ses habitants. Alors, à propos, vous êtes plutôt amateur de rugby, mais est-ce que vous iriez jouer au foot dans l'équipe du Vernet? Vous savez, Dans lequel elle est réputée avoir des fichiers S, des trucs comme ça. Quand vous jouez au foot, vous ne posez pas de savoir la question, et vous imaginez même pas que les gens qui jouent dans des sports d'équipe, justement le sport, dans le sport, puissent avoir des comportements, comment je pourrais dire, plus qu'extrémistes, en tout cas inquiétants pour la sécurité publique. Donc c'est vrai que ce club qui a été montré du doigt du Vernet, je crois, a été sanctionné, mais il doit faire l'objet d'une attention particulière des services de la municipalité. Peut-être regarder aussi l'argent qu'il reçoit. Je ne vois pas pourquoi la collectivité continuerait à financer des associations culturelles ou sportives qui sont en fait des camouflages de communautarisme rampant à tous les niveaux. Alors, il y a eu des régionales, vous ne fûtes point élu. Il y a un certain Onesta qui faisait une campagne pour un parlement catalan. Là, on se retrouve une grande région avec c'est sans gluten et sans catalan. Et vous, catalan de cœur, comment ça vous fait réagir? Est-ce que vous allez soutenir la croisade de M. Vera, Annabelle Brunet? C'était couru d'avance. Les Verts, systématiquement, apportent leur voix aux socialistes avec soi-disant des contreparties, et ces contreparties n'arrivent jamais. Ils vont à la soupe, ils vont à la gamelle. M. Onesta a un poste de choix à l'Assemblée régionale territoriale. Les Verts ont des représentations au sein de l'Assemblée, chacun a son petit fromage, mais in fine, rien ne se fait, toutes les promesses sont oubliées, on se retrouve aujourd'hui avec une région Occitanie qui n'est occitane que sur une petite partie de cette région-là, en oubliant notamment le Roussillon, parce que vous dites le pays catalan, je préfère le Roussillon, mais peu importe, je veux dire, cette spécificité catalane, encore fallait-il la défendre, mais pendant que c'était encore possible. Parce qu'il y a le seul débat qu'il y a eu, c'est de nous dire que vous étiez dangereux, qu'il ne fallait absolument pas voter pour vous. D'ailleurs, moi, j'ai eu peur. Oui, mais ça, malheureusement, les gogos y ont cru. Il n'y avait pas de projet de territoire exposé. Ah, si, je regrette. Je pense même avoir été le seul, pendant la campagne régionale, à défendre cette spécificité catalane, y compris dans le nom, mais aussi dans les projets culturels, mais aussi sur la spécificité que nous avons d'être un département frontalier. Tout cela a été oublié dans cette grande région fusionnée, qui va coûter d'ailleurs beaucoup plus cher qu'elle ne coûtait avant, et dont on peut dire que les Catalans aujourd'hui sont les grands oubliés. Mais enfin, qu'est-ce qu'on risque à oublier les Catalans? Mais justement, ça, il faudrait poser la question aux catalanistes qui s'agitent aujourd'hui. Car c'est vrai que M. Vera et tous ces gens-là ne représentent pas grand-chose, parce qu'ils ne s'agitent qu'au moment où les problèmes se posent. Mais que font-ils pour défendre l'identité catalane aujourd'hui?
Mais par exemple, sur France Bleu Roussillon, il n'y a que 2 à 3 titres par jour de chansons d'ici. Ça, c'est la pétition que vous avez soulevée vous-même. Ben oui, Oui, mais ça, j'allais 40% de programmes de Paris, donc il faudrait peut-être commencer par là. Oui, oui, entre autres, mais il n'y a pas que ça, vous savez, il n'y a pas que Ouais. la sardane, il y a aussi la cuisine, il y a aussi des faits historiques locaux, il y a aussi, comment je veux dire, la spécificité catalane Ouais. française. Malheureusement ici, les catalanistes, ceux qui font le tintamarre pour agiter et pour amuser la galerie, sont finalement des expatriés de la Catalogne espagnole. Alors moi je considère que la Catalogne française a suffisamment de vécu pour exprimer son particularisme propre au sein de la République française. Mais toutes les velléités de rattachement, d'autonomisme ou d'indépendantisme qui sont ceux de M. Vera, de M. Brice Lafontaine, etc., sont des, Le Canadien, Brice Lafontaine? sont des chimères, voilà, sont des chimères totales, et personne ne peut imaginer qu'un jour notre département se scinde en deux et rejoigne une Catalogne devenue indépendante. Tout ça, à mon avis, c'est du rêve, ça n'existera pas. En revanche, l'identité catalane consubstantielle, j'allais presque dire, ou qui alimente l'identité française, c'est un fait. Et pour moi, l'identité catalane a été définitivement fondue dans l'identité française avec la guerre de 14-18, le nombre incroyable de jeunes de cette région sacrifiés pendant cette guerre, et le fait que le commandant en chef des armées était quand même le maréchal Joffre, qui est un Catalan. Qui disait des Allemands, je les grignote, mais à quel prix? Alors, la rentrée, c'est quoi, Louis Alliot? Parce que bon, les vacances, le bronzage, le bateau, tout ça, ça va passer. Comme passe. La rentrée, ça va La être jeunesse. les universités d'été de Fréjus, Oui. au milieu du mois de septembre, et puis le début de la campagne présidentielle, petit à petit, mais qui ne démarrera réellement, à mon avis, qu'après que nous connaissions l'ensemble des candidats à droite et à gauche, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même un peu on pourrait dire le théâtre de Guignol, entre le nombre de candidats à droite et les fantômes de gauche. On se demande bien qui sera candidat in fine à la présidentielle. C'est un peu comme Pujol-Perpignan. Une fois qu'il y a Pujol, tout le monde dit qu'il peut être maire. Hein. C'est ça. Voilà, si le jeu consiste à remettre Sarkozy, à remettre Hollande, effectivement, cette présidentielle va être quand même, comme on pourrait dire, intéressante à suivre. Ouais, heureusement, il y a Mélenchon. Ben, Mélenchon au milieu, on verra s'il tient parole lui aussi, parce que ces élus systématiquement critiquent les socialistes, manifestent dans les rues contre la loi travail, etc., insultent les socialistes et même quelquefois vont agresser les députés socialistes ou les élus socialistes dans leur permanence, etc. Mais in fine, dans les deuxièmes tours, systématiquement, ils apportent les voix à ces gens-là. Le jour où ils n'apporteront plus les voix comme des automates au Parti socialiste, ce jour-là peut-être, ils auront un peu plus de considération des classes populaires et des gens qui aujourd'hui se sont, on peut dire, désolidarisés de ces mouvements de gauche. Alors Jacques Sapir avait proposé un grand regroupement de l'Atlantique à l'Oural, donc de Mélenchon au Front National en passant par Dupont-Aignan. Oui. Est-ce qu'au-delà de sur le papier, ça ferait la maille? Sur le papier, c'est sympathique. C'est exactement ce qui s'est noué dans les urnes au moment du non au référendum sur la Constitution européenne. Malheureusement, politiquement aujourd'hui, en tant que force politique, un accord entre forces politiques est rigoureusement impossible, tout simplement parce que la gauche, elle est, j'allais dire, sectaire. C'est pas, moi, je ne refuse pas de discuter avec les gens de gauche. Vous citez souvent Mao ou Lénine. Oui, mais peu importe. Vous pouvez citer d'autres personnes. Vous pouvez travailler même ou voter des mêmes textes, comme je le fais au Parlement européen avec les forces de gauche, quelquefois, qui vont dans le bon sens. Mais ces gens-là sont tellement sectaires que, voilà, jamais ils ne discuteront avec d'autres forces politiques que celles qui sont dans le giron de la gauche. C'est pour cela, d'ailleurs, que tout est en train de s'écrouler à gauche. Parce que finalement, ils ne sont que les représentants d'eux-mêmes, ils tournent en rond et on voit toujours les mêmes qui défendent toujours les mêmes choses, sans savoir s'ouvrir aux autres et sans savoir dialoguer avec les autres qui sont de l'autre rive. C'était la fameuse campagne de Chevènement en 2002 où, soi-disant, ils devaient rassembler les deux rives, et puis où in fine... Non mais les deux rives, c'est les deux rives du Styx, du côté des vivants et des morts. Oui, et finalement, il s'est cantonné à tenter de rassembler ce qu'il a pu à gauche, et il a échoué à 5% des voix. La réalité, c'est celle-là. Le problème de Chevènement, c'est que c'est un garçon qui réfléchit, etc. Ça peut faire peur.
Oui, non, d'accord, mais bon, voilà, le problème c'est que la France, elle perd du temps, parce que des gouvernements successifs ne font rien, ou refont les mêmes erreurs, et pendant ce temps-là, c'est la population qui paie cash les erreurs de ces politiques-là. Et depuis Giscard maintenant, on est habitué à cela, et ce n'est pas en remettant des Hollande, des Sarko, des Juppé, ou je ne sais quoi, qu'on changera réellement les choses. Quoi de neuf Molière? Oui, exactement, oui. Alors, on va revenir à Perpignan parce que ça a une résonance particulière. Il y a eu un clip de rap qui s'est tourné, contre lequel vous avez râlé, et le type a finalement été arrêté. Est-ce que vous pouvez reprendre cette histoire et la recaser dans le contexte actuel en disant que finalement, à Perpignan, ça déborde et on fait comme si de rien n'était? Oui, c'était un clip de rap ultra violent qui mettait en scène des armes, qui mettait en scène de la drogue, sous fond d'ailleurs de drapeaux étrangers, tout cela dans les rues de Perpignan, avec, j'allais dire, l'appui de bon nombre de jeunes de quartier de cette ville. Or, le maire passe son temps à nous dire qu'à Perpignan, ça n'existe pas. Bon, pour le coup, ça existait. Et même, une fois que nous avons mis ce cas sur la place publique, cette personne-là a été arrêtée et poursuivie. C'est donc bien qu'il y avait un problème et qu'il y en a partout aujourd'hui des problèmes. Et que la musique, l'expression musicale d'un certain rap de banlieue est une expression ultra-violente de haine de la France et de haine de tout ce qui représente l'autorité de l'État. Et ça, à mon avis, c'est aussi un combat que doivent mener les pouvoirs publics. C'est pas seulement contre les terroristes, c'est pas seulement des mesures de mise d'armées dans les rues ou quoi que ce soit. C'est aussi contrôler tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit et tout ce qui se chante, parce que dans l'expression musicale, bien souvent, il y a beaucoup de violence. Et quand ce sont des appels au meurtre ou des appels au trafic, à la drogue, etc., je pense que la société doit aussi se protéger de cela. Est-ce que finalement l'État français ou ce qu'il en reste n'a pas de projet de société, du coup n'a pas plus de projets pour les gens que pour la jeunesse, et que c'est ça qui fait que, contrairement à ce que racontait Cazeneuve quand il s'est aperçu qu'il y avait déjà 300 djihadistes français partis en Syrie, il n'y a pas 1000 combats pour la République. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une politique de jeunesse? Mais il y a sûrement un peu de ça, mais le problème c'est que la jeunesse, on a abandonné tout projet tout court, et que les jeunes aujourd'hui qui ne sont pas intégrés, on va dire, à la société française pour X raisons, parce que souvent ils sont d'une autre culture, on n'a rien fait, ou en tout cas on a tout fait pour qu'ils ne s'assimilent pas à la nation. Et là, l'idéologie a un poids réel. Toute la repentance généralisée, toute la mauvaise conscience post-coloniale, tout ce qu'on a pu dire de mauvais sur la France. Comment voulez-vous qu'un jeune, entre guillemets, d'origine immigrée, présent dans les quartiers, puisse aimer un pays sur lequel, depuis des décennies, on dit qu'il a mal agi à droite, il a mal agi à gauche, pendant les guerres, il a été un pays de traîtres, etc. etc. C'est pas possible. À un moment donné, il faut aussi que cette jeunesse-là, elle aspire à un projet commun. Ce projet commun, il ne peut pas être la destruction de la mémoire française. Il faut donc qu'il participe à la mémoire d'une construction française. Et c'est là tout l'échec d'une jeunesse qui est en rupture de banc idéologique, morale et maintenant religieuse, et qui demain, et d'ailleurs c'est aujourd'hui d'ailleurs, est une véritable bombe à retardement qui s'exprime aujourd'hui au soutien de Daesh, mais qui demain pourra s'exprimer dans nos quartiers au soutien de je ne sais qui, de je ne sais quoi, mais en tout cas en rupture avec les valeurs que nous défendons et que nous représentons. Est-ce qu'il n'est pas temps que le Front National s'intéresse aux banlieues? Mais il s'y intéresse, il a monté un collectif pour cela, parce qu'il y a évidemment des gens dans les banlieues qui ne sont pas des voyous, qui n'aspirent pas au désordre, qui n'aspirent pas à contester l'autorité de l'État et qui veulent s'intégrer ou qui sont déjà intégrés, mais qui subissent les violences des autres. Et cela, déjà, il faut les aider, il faut les détecter, il faut les mettre en avant, et puis il faut en faire, j'allais dire, des points d'appui pour d'autres, des exemples en quelque sorte, pour justement tenter d'avoir un mouvement vertueux, contrairement à toute la voyoucratie qui fait en général l'objet des plus grandes attentions des autorités municipales, parce qu'elles sont, comme je l'ai dit ce matin sur notre radio, de la chair électorale, de la chair à canon électorale.
On achète la paix sociale parce qu'on sait qu'aux élections, on aura les voix de communautés entières et ça... Ils voteront bien, comme on dit. Exactement, et bien, il faut changer cela. Et puis je pense que concernant la religion elle-même, l'islam, ce qu'on a toujours dit, ce n'est pas à la République et à la France à s'adapter à l'islam, c'est à l'islam à s'adapter à la République et à la France, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et si on avait voulu réellement contrôler cette religion en étant sûr des choix que l'on faisait, eh bien il aurait fallu donner la gestion des quelques lieux de culte présents sur le territoire national à la communauté harki, c'est-à-dire ceux qui, historiquement, ont choisi la France les armes à la main, qui ont risqué leur sang et qui ont versé leur sang, parce que, j'allais dire, la confiance était totale. Ils étaient français, ils n'étaient pas des prédicateurs venus d'Égypte, d'Algérie, du Maroc ou de je ne sais où. Oui, ils ne sont pas convertis au christianisme en arrivant en France. Ils sont français, ils sont de confession musulmane, ils ont prouvé, j'allais dire, plus que beaucoup d'autres, qu'ils étaient des Français à part entière. C'est à eux qu'on aurait dû faire confiance, et je pense que c'est peut-être vers eux à l'avenir que nous pourrons trouver un point d'appui et un point d'équilibre pour la suite. Mais si on confie aux harkis, est-ce que les autres reconnaîtront cette légitimité que vous leur déclarez et donnez? Non, mais attendez, les harkis sont français. Ah oui, oui, non, mais... Et si l'État leur donne cette légitimité pour cette chose-là, ils incarneront la légitimité républicaine, l'État. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des musulmans jureurs, des musulmans non jureurs, comme pendant la Révolution française? Ce qu'il ne faut pas se retrouver, c'est avec des imams ou des prédicateurs venus de l'étranger, financés par l'étranger, et avec des fonds publics qui viennent d'Arabie Saoudite, du Qatar ou d'ailleurs, qui financent des lieux de culte sur notre territoire. Ça, stop. Comme à Perpignan. Comme à Perpignan. Il faut va y avoir une deuxième grande mosquée, parce que en fait, il faut arrêter, les Maghrébins ne veulent pas prier avec les Turcs ou l'inverse, je ne sais plus. Parce qu'en plus, on importe des conflits extérieurs à la France au sein du territoire national et de la République française, ce qui est encore pire. Quant à la Turquie, moi, il faut quand même mettre en garde nos concitoyens par rapport à ce qui passe aujourd'hui. Le fameux coup d'État, il faut relire Machiavel. Oui, c'est sur votre blog que j'ai pu lire la citation de Machiavel. Si tu ne veux pas la révolution, fais-la toi-même. Exactement. Et de ce point de vue-là, la purge qui est faite au sein de l'appareil d'État en Turquie prouve bien que ce pouvoir que l'on dit islamo-conservateur est en train d'orienter le régime vers une république islamique à la turque, et que donc tous les agents turcs présents sur notre sol et financés par l'État turc dans le domaine religieux... Pas par l'État turc, ça n'a rien à voir. Et dans le domaine religieux sont, j'allais dire, à surveiller de près, parce qu'ils incarnent aujourd'hui cette sensibilité conservatrice islamiste turque qui aujourd'hui montre la vérité de son visage. Alors on va faire un petit tour en Russie avant de terminer, puisque ça ramènera un peu de frais, encore que comme c'est un climat continental à Moscou en ce moment, il fait 35 degrés. On vous disait en Crimée aujourd'hui. Oui, je ne sais pas pourquoi, c'est des bruits... C'est Mediapart, c'est ça? Mediapart, oui, mais non. Ou alors moi-même je suis en Crimée. Voilà, on est en Crimée, sur une autre latitude et une autre longitude. Non, voilà. Alors parce qu'il y avait un grand raout de défilé militaire sur l'eau, magnifique, avec des beaux bateaux. Des invitations ont été lancées à des parlementaires européens, et nous n'y sommes pas, voilà, pour tout dire. Voilà. Donc Marine non plus. Marine non plus. Non, c'est pour être sûr. Genre, on fait croire que vous êtes à Perpignan, vous êtes là, et que là, elle est allée faire des courses. En fait, elle est en Crimée, regardez passer les bateaux. Non. Quoi. Donc, cette histoire de Russie, ça se tend de plus en plus. L'OTAN, dans laquelle la France fait partie, a disposé des hommes de troupes, des missiles dirigés, bon, bien sûr sur l'Iran, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire tourner des missiles sur la Russie. Ça ressemble à une guerre froide qui peut se réchauffer d'un jour à l'autre. On fait peur aux populations, comme le reste. On essaye de faire croire qu'il y a l'ogre russe pour le détourner d'un certain nombre d'autres problèmes. Pendant qu'on parle d'ogre russe, on ne parle pas du chômage qui a encore augmenté le mois dernier, on ne parle pas de l'augmentation des impôts, on ne parle pas de l'insécurité, on ne parle pas de la situation générale du pays. Et on se trouve des ennemis alors qu'on aurait quand même intérêt à discuter de plus en plus sérieusement avec la Russie, qui est un allié potentiel. D'ailleurs, la vérité, c'est que les Américains l'ont fait avec l'Iran, notamment, l'ont fait avec la Syrie, en dehors de la France, et que demain, si M. Trump
est élu à la tête des États-Unis, la première chose qu'il fera très certainement, c'est de renouer des liens avec la Russie, ce qui changera quand même les relations géopolitiques mondiales. Et il faut être attentif à cela. Et la France restera un des derniers pays atlantistes. Écoutez, la France, finalement, elle restera à la hauteur de l'ambition de ses dirigeants, qui, je pense, par l'intermédiaire de l'Union européenne, ne rêvent que d'être une étoile supplémentaire. Voilà, le 52e État des États-Unis d'Amérique et de suivre, j'allais dire, d'une manière être un peu Porto Rico, quoi, finalement. Automatique les États-Unis d'Amérique. Je le trouve, pour mon pays, absolument déplorable, car je pense que la France a une autre voie à porter, un message à porter au monde, a une politique arabe à mener, en dehors de celle d'ailleurs des Russes et des Américains, mais encore faut-il être indépendant, être souverain et avoir les moyens de la porter. Là encore, vous êtes un grand admirateur du général de Gaulle et de sa politique et russe et arabe qui était équilibrée pour vous. Vous savez, dans tous les cas de figure de l'histoire de France, il y a des droits d'inventaire ou des devoirs d'inventaire. Ouais. Et je pense que chez De Gaulle, comme les autres, il y a des choses très certainement dont il faut s'inspirer, sur la grandeur de la France, sur l'indépendance nationale, et même sur la gestion des institutions elles-mêmes. Et puis il y a des choses à oublier, ou en tout cas à ne pas oublier précisément. Pardonne, n'oublie pas, comme on disait à propos de la Shoah. C'est-à-dire la trahison des pieds noirs et le crime qu'a été l'abandon des harkis. Pour lui, c'était 1 million de musulmans sur le sol français, ça lui semblait insupportable. Écoutez, si c'est par racisme qu'il a fait ça, c'est encore plus dramatique. Non, le musulman, ce n'est pas une race. Non, oui, non, mais d'accord, mais... Oui, je vous ai compris. Louis Alliot, merci. Merci.